Bonjour et bienvenue dans les 4V, Laure Lavalette. Bonjour, on Thomas va parler Soto. de sommes moins importantes que celles qu'on évoquait avec Axel de Tarlé, mais des questions de problèmes de pouvoir d'achat. Ça revient à l'Assemblée avec le projet de loi sur le partage de la valeur, un texte qui est la transposition fidèle de celui qui a été négocié par les partenaires sociaux, syndicats et patronat au mois de février. Ma première question est assez simple, est-ce que le RN va voter ce texte ? Thomas Soto, probablement. Déjà, le RN va l'amender, va essayer de le rendre meilleur, mais comme tout ce qui peut améliorer le quotidien des Français. Et c'était un de nos engagements de campagne. Vous savez, ça fait 1 an que nous sommes élus et je pense que les Français ont vu que c'était un engagement que nous avions tenu. Dès que quelque chose peut améliorer, dès qu'une disposition peut améliorer le quotidien des Français, d'où qu'elle vienne, nous la voterions. C'est exactement ce que nous avons fait. Souvenez-vous, en juillet dernier, nous avons voté la loi sur le pouvoir d'achat, qui était pas mirobolante. On en est d'accord. On l'a amendé, on a essayé de la rendre... Qu'est-ce que vous allez ajouter dans ce texte, par exemple ? Qu'est-ce qui manque ? Ce qui manque, mais il en manque beaucoup parce que c'est quand même un peu des miettes, là, si vous voulez. Ouais. On a l'impression que c'est un petit bout de gras qui est donné par le gouvernement, peut-être pour faire oublier sa réforme catastrophique des retraites, qui va faire en sorte que les gens vont arriver à la retraite avec des pensions décotées et moins de surcote. Donc, tout le monde va perdre de pouvoir d'achat. Ce qui manque, je vais vous dire, j'ai une idée en tête, typiquement un amendement de Jean-Philippe Tanguy qui va demander à ce que les dividendes, 10% des dividendes soient d'abord donnés aux salariés avant de payer, entre guillemets, les actionnaires systématiquement. Dans toutes les boîtes qui font du bénéfice, qui distribuent des dividendes. Alors, et des dividendes, à partir de 50 employés, effectivement, on pense que c'est important. Alors, 10%, c'est pas, encore une fois, la panacée. Et il y a des boîtes qui le font déjà tout à fait spontanément, sauf que là, ça permettrait de le généraliser. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui s'appellent l'intéressement et participation qui permettent ce genre de choses, déjà. Oui, qui permettent sur les bénéfices. Là, ça sera sur les dividendes, donc c'est un peu différent. Et puis, ça pose une vraie question aussi de savoir dans quel cadre est-ce qu'on fait ça. Parce que de temps en temps, il y a des bonnes idées. Par exemple, c'est sur le salaire des actionnaires. S'il n'y a pas de bénéfice, il n'y a évidemment pas de dividende. Mais du coup, il peut y avoir plusieurs primes. Il y a le prime du partage de la valeur. Et puis, on va être très vigilant sur la façon de... Quand est-ce que ça va se faire ? Comment est-ce que ça va dérouler ? Parce que typiquement, je vous prends un exemple. La déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, qui était une bonne idée, n'est toujours pas mise en place, alors qu'elle a été votée. Donc on sera très vigilant au fait que ça ne soit pas... le plus rapidement possible. Vous savez, Marine Le Pen, cette loi, c'est presque encore une victoire idéologique du Rassemblement national. Marine Le Pen, en septembre, il y a déjà 2 ans, avait mis un focus très particulier sur le pouvoir d'achat. Marine Le Pen, pardon, mais dès qu'il y a un truc bien qui est fait, elle dit, tiens, c'était dans mon programme il y a 5 ans ou il y a 2 ans. Donc, non, mais il y a quand même 2 ans, souvenez-vous, notre slogan de campagne, c'était rendre aux Français leur pays et leur argent. Et dans leur argent, souvenez-vous, nous voulions faire baisser la TVA pour rendre de l'air aux Français sur toutes les énergies ou même un panier à 0% de première nécessité. Il y a une question qui fait déjà beaucoup parler, c'est celle des bénéfices exceptionnels. Selon le texte, des entreprises de plus de 50 salariés devront en négocier la définition et le partage. Quelle serait selon vous la bonne définition ? Non, mais surtout, ça pose un problème, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de discussion, il n'y aura pas ce partage. Donc ça pose une vraie question. Il faut absolument que les entreprises aient une incitation bien plus forte, évidemment, à le faire. Et on sera très vigilants. Oui, on pense effectivement que ce serait bien. Par la loi, du coup, pas par le dialogue social ? Il faut qu'on se mette tous d'accord et tous autour de la table. Mais vous imaginez bien que pour les Français... C'est pas ce que vous faites de mieux, à l'Assemblée, de vous mettre tous d'accord depuis 2 ans. Je trouve qu'on est assez constructifs, nous, excusez-moi. Je parle de manière générale. Parce que vous êtes assez observateur de la vie politique pour voir que quand même, nous avons, nous, une position tout à fait saine face à tout ce qui arrive. Donc c'est quoi votre position sur les bénéfices exceptionnels ? Je vous l'ai dit, évidemment, c'est quelque chose qu'il faut absolument arriver à mettre en place, mais il ne faut pas que ce soit un vœu pieux. Il faut effectivement qu'il y ait un texte qui explique comment, pourquoi, et on sera très vigilant, parce que ça veut dire que s'il n'y a pas de discussion avec les partenaires sociaux, à ce moment-là, il n'y aura pas de partage de la valeur, et ça n'est évidemment pas possible. Ça ne peut pas être qu'un effet d'annonce, et avec ce gouvernement, on est quand même habitué... on va peut-être le voir avec Marseille en grand aussi, aux effets d'annonce et de communication, mais qui ne suffisent pas à améliorer le quotidien des Français. Juste pour finir sur ce sujet, aujourd'hui, est-ce que certains grands patrons en France gagnent trop d'argent ? On pense aux 64 000 € par jour de rémunération du patron de Stellantis, Carlos Tavares. On peut parler de la rémunération de Patrick Pouyanné, 7,3 millions en 2022, plus 23%. En fait, la question, c'est pas de savoir s'il gagne trop d'argent ou pas. La question, la question, c'est aussi de savoir si les Français arrivent à vivre correctement de leur travail. Et la question, elle est là. Et il y a façon et façon de gagner beaucoup d'argent. Il y a gagner de l'argent quand vous avez pris des investissements, quand vous avez pris des risques pour votre boîte. Et à ce moment-là, bien sûr, gagner de l'argent n'est pas illégitime. Mais est-ce que quand on gagne 64 000 € par jour, on gagne trop ? Bien sûr que si c'est mal réparti après, si ça ne redescend pas... Non, mais je ne pense pas qu'il faille plafonner. Je pense qu'il faut que ça ruisselle vers le bas. Il faut évidemment que les salariés, eux aussi, puissent gagner de l'argent. Et encore une fois, il y a de l'argent qui est gagné, j'allais dire, de façon un peu indécente, quand c'est simplement des rachats d'actions, par exemple, et que c'est... Ou les profiteurs de crise. Et vous savez bien que typiquement... C'est qui les profiteurs de crise ? Typiquement, la grande distribution a été profiteur de crise. L'État a été profiteur de crise, notamment sur les recettes de TVA avec le Covid. Donc,
y a deux façons de gagner de l'argent. Il a beaucoup dépensé pour le Covid, quand même. Oui, enfin, il a rentré aussi ça a beaucoup d'argent. les déficits et la dette. Enfin, là, quand vous voyez qu'il rentre 40... oui, mais là, je peux vous dire qu'avec la TVA, il est quand même en train de remplir sur le dos des Français, quand même, il est en train de rentrer ses caisses. Donc, il y a quand même deux façons de gagner de l'argent. Quand vous prenez des risques pour une entreprise et que vous avez une vision, à ce moment-là, ça nous paraît cohérent. Après, voilà, quand vous êtes profiteur de crise, évidemment qu'à ce moment-là, ça n'est plus éthique. À propos du monde de l'entreprise, est-ce que vous voulez toujours interdire les salariés étrangers de vote aux élections professionnelles? Vous avez déposé un amendement qui avait été rejeté le 5 octobre 2022. Alors, la question s'est posée, effectivement. Vous avez déposé l'amendement. Oui, exactement. Ça ne nous paraît pas très cohérent. Ou alors, il me semble qu'on avait mis un délai. Il me semble qu'on avait dit, s'ils avaient travaillé plus de 5 ans dans l'entreprise, à ce moment-là, ça paraissait... J'ai relu l'amendement, il ne me semble pas avoir vu le délai. Il me semble qu'il y a peut-être un sous-amendement, parce qu'il me semble qu'effectivement... Et pourquoi? Parce que c'est des sous-salariés, parce qu'ils cotisent comme les autres, ils travaillent comme les autres. D'accord, mais ça peut aussi nous mettre en difficulté, notamment avec quelques ingérences, et on a voulu garder cette souveraineté au sein de l'entreprise. Comme vous savez, nous sommes très attachés Donc vous continuez à penser qu'un salarié étranger ne doit pas participer aux élections professionnelles? Il y a la vertu de prudence, Monsieur Soto, et qu'effectivement, moi, il me semble que c'était assorti de conditions et d'un temps déterminé où le salarié avait fait ses preuves dans l'entreprise. Mais effectivement, ça nous paraîtrait étonnant qu'il arrive et que tout de suite, il puisse avoir le droit de vote. On en vient à Emmanuel Macron qui entame donc la deuxième journée de son périple marseillais. Hier, il a annoncé qu'il souhaitait que les consommateurs de cannabis puissent payer immédiatement devant l'agent qui les verbalise l'amende, la contravention qu'on leur remettrait. C'est une bonne chose, ça, ou pas? En fait, ça me paraît être une petite goutte d'eau par rapport à l'énorme chantier qu'il faut faire en matière de lutte contre ces trafics. Je pense qu'Emmanuel Macron est revenu 2 ans après constater son propre échec, de voir que rien n'a vraiment avancé. Quand vous prenez les indicateurs de ce qui se passe à Marseille, tout est à la hausse, que ce soit les coups et blessures volontaires, les attaques avec armes, les vols dans les voitures, 36% de gens... Il y a quand même eu 5 milliards mis par l'État qui deviennent 15 milliards avec les collectivités. Il y a quand même des centaines d'écoles qui ont commencé à être refaites. C'est pareil. Oui, mais vous savez, la politique de la ville, c'était même 98 milliards en 40 ans. Donc de l'argent, il y en a eu, Monsieur Soto. Et c'est bien ça le problème, c'est que de temps en temps, il y en a eu. Ça n'a pas forcément été bien dépensé. Il y a des choses qui ont été rénovées et saccagées dans la foulée. Vous savez bien que la politique de la ville est une politique qui est très compliquée. Moi, je pense, ce que disait Jordan Bardella hier, tant qu'il n'y aura pas de tournant en justice, enfin de la justice pénale, il ne se passe rien. Il faut absolument... Tout le monde voit que c'est pas simple, Marseille. Tout le monde voit que ça n'est pas simple. Mais s'il y avait une baguette magique, on peut envoyer des forces supplémentaires, des moyens supplémentaires. Non, mais vous pouvez mettre autant de gens supplémentaires et autant de policiers supplémentaires si vous n'avez pas la volonté politique de faire changer les choses. Si la justice pénale ne met pas hors d'état de nuire ceux qui pourrissent la vie des honnêtes gens qui vivent dans ces quartiers-là, mais qui en font des favelas, il y a quand même une chicagoisation de Marseille. Donc avant de voir Marseille en grand, avec son grand coup de communication, je pense qu'il fallait voir Marseille en ordre. Il y est allé il y a 2 ans. Il n'y serait pas retourné. Vous auriez dit non, il n'y est pas retourné. Et il y retourne. Vous dites qu'il fait de la com. C'est perdant-perdant. Non, je pense qu'il y a eu beaucoup de com il y a 2 ans et que là, il vient malheureusement constater son échec. Moi, je peux vous dire, j'ai une fille qui était étudiante à Marseille. Les choses ne vont pas mieux à Marseille et j'attendais comme des milliers de parents avec impatience son coup de fil le soir quand elle rentrait. Donc non, je pense que ce qui manque, c'est la volonté politique. Vous savez, Louis Alliot a très bien exactement fait la guerre à ces trafiquants. À Marseille, je rappelle, c'est quand même 23 personnes déjà depuis le début de l'année qui sont mortes en plus dans des conditions, on en a trouvé carbonisées dans des coffres de voitures. Enfin, et puis tous les Français ont vu Bac Nord, on sait exactement comment ça se passe. Mais je vous dis, Louis Alliot a eu la volonté politique, il y avait un centre de deal très important, il a fini par le murer. Il y a plus de problème de drogue à Perpignan. Je dis pas ça, je dis qu'il a eu une volonté politique, mais vous savez, Israël fait la même chose, il mure à chaque fois qu'il y a des points de deal. Pour l'instant, à Marseille, ça reste très compliqué, mais je pense quand même, et c'est là où je peux rejoindre Emmanuel Macron, je pense quand même qu'il faut effectivement que les gens qui consomment se rendent compte qu'ils sont dans la boucle du trafic, bien évidemment. Et puis quand vous allez acheter votre shit ou votre cocaïne, vous devez pouvoir payer l'amende, alors qu'on sait que simplement 35% des amendes sont honorées. Quelques mots de la situation en Russie, il faut rester très prudent, mais ce qui ressemble à une forme d'affaiblissement de Vladimir Poutine, est-il une bonne nouvelle selon vous ? C'est sûr, en tout cas, l'affaiblissement aussi des milices Wagner sont une très bonne nouvelle. C'est un peu la parabole Frankenstein, quoi. C'est la créature qui se rebelle contre son créateur. Vladimir Poutine avait donné à ces milices paramilitaires, souvent avec des prisonniers, des mercenaires, une place prépondérante dans la sécurité nationale de son pays. On voit bien que grand mal lui en a fait. Vous savez, le Rassemblement national a voté la résolution qui fait de Wagner un groupe terroriste, qui était proposé à l'Assemblée. Absolument. Exactement. Mais en revanche, le Premier
1er décembre 2022, la plupart des élus RN, dont vous étiez abstenus quand il s'agit de condamner la guerre menée par la Russie en Ukraine. Et en janvier 2023, en janvier dernier, abstention encore quand il s'agissait de demander l'établissement d'un tribunal pour les crimes d'agression contre l'Ukraine. Ça, c'est vrai, non, ça. Vous savez bien. Non, mais ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Non, mais c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Si, vrai. Sur la résolution, il faut expliquer pourquoi. Ouais. C'est pas vrai. Une loi, elle est protéiforme, et ce que nous ne voulions pas, c'est devenir co-belligérants. Et ça, nous l'avons été très clairs sur le sujet. Je vais vous dire, moi, j'ai même été la première sur un plateau télé après l'agression de la Russie sur l'Ukraine, et on a condamné immédiatement et tout de suite. On est très attaché à la souveraineté des peuples, donc il est évident que personne ne cautionne cette agression. Il y a un agresseur, un agressé. Ça, c'est très clair. Après, quand il y a une grosse agression, on peut condamner, et puis voilà. Il n'a jamais été question que la France entre en guerre contre la Russie. Personne ne l'a jamais dit. En fait, la livraison d'armes, la livraison de missiles à haute portée, par exemple, ferait de nous des co-belligérants. Et ça n'est pas l'idée. Je pense qu'il faut mettre tout le monde autour de la table. Maintenant, il faut le faire rapidement, parce qu'une guerre, c'est des morts, des civils qui meurent. Je retiens le mot rapidement parce qu'on est au bout. J'ai une toute dernière question, question politique. Qui sera la tête de liste RN aux européennes dans un an maintenant? J'en sais rien, ça. C'est pas moi qu'il faut la poser. Celui qui sera le plus à même, probablement, c'est celui qui sera le plus à même. Est-ce que vous souhaitez que ce soit Jordan Bardella? Bien sûr que je souhaite que ce soit Jordan Bardella, parce que je pense que ça va être une formidable aventure que ces européennes. Les Français ont la chance de porter Jordan Bardella en tête. Vous avez vu d'ailleurs tous les sondages d'opinion le portent déjà en tête, et ça sera évidemment une grande victoire de plus pour le Rassemblement national. Merci Laure Lavalette d'être venue dans L'éclair ce matin. Bonne journée. Merci.